C'est mieux. Bienvenue de nouveau à la case et du coup, on va ce festival, donc Paris Travelers Festival. Nous accueillons maintenant Fabienne qui va nous présenter tous ces chemins de Compostelle parce que tu voyages depuis un bon moment sur tous ces chemins-là. Du coup, je te laisse présenter du coup ton diaporama et puis on posera les questions juste après. Voilà, tout à fait. Alors très, très rapidement, je suis avant tout une voyageuse. Et ça conditionne bien sûr la façon de marcher sur les chemins. Rien ne me prédisposait au départ à partir sur les chemins. Je ne vous en dis pas plus parce que vous le découvrirez un peu la genèse dans le diaporama. Je suis partie en 2012 pour la première fois et c'est une expérience qui a eu un impact très fort sur ma vie. Et là, peut-être qu'on en parlera après le diaporama aussi. J'ai essayé dans ce diaporama de faire passer ce que l'on ressent sur ce chemin, sur ces chemins. Et c'est en général quelque chose d'assez difficile puisque les randonneurs, les pèlerins s'accordent à dire qu'ils ont du mal à expliquer à ceux qui n'ont pas eu cette expérience qu'on y vit vraiment. Voilà, donc j'ai fait de mon mieux, vous me direz ce que vous en pensez. Je propose de lancer maintenant le diaporama. Frère Jacques, dans maison, dans mes Jacques, dans mes Jeanne, dans mes Martine, dans maison, dans la Martine. 5 mai 2012, 7 heures du matin. Je me demande encore ce que je fais là, avec une centaine de femmes et d'hommes de tous âges et nationalités. 8 ans plus tôt, plusieurs amis s'étaient élancés sur les chemins de Compostelle. J'avais tendu l'oreille, tout en me disant que ce n'était pas pour moi. Je pensais ce pèlerinage réservé aux catholiques pratiquants. Mes amis m'avaient conté l'extraordinaire de l'expérience, la qualité des rencontres et des échanges sans artifice, la transformation intérieure. Cette longue marche vers l'essentiel avait changé leur vie à jamais. Ils m'avaient confié leurs doutes aussi. De ne pas être capable physiquement de parcourir plus de 1500 km à pied, de perdre la motivation du départ, de flancher moralement lorsque chaque matin il faut se lever de bonne heure pour parcourir 15, 20, 25, 30 km, par tous les temps, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, que la chaleur torride vous accable ou que les gelées matinales anesthésient votre corps. Dans toutes les conditions physiques aussi. Les ampoules, les tendinites, les entorses constituent la hantise de tout marcheur au long cours. Et puis, un beau jour, une petite phrase d'un livre de Shirley MacLaine, Mon chemin de Compostelle, avait fait écho en moi. On dit que le chemin, ou la voie, se trouve directement sous la Voie lactée en suivant des lignes de force électromagnétiques qui reflètent l'énergie des étoiles au-dessus de lui. 15 ans plus tôt, j'avais connu les affres de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Depuis lors, je m'étais plongée dans l'étude des causes des maux et des maladies et des médecines naturelles et énergétiques. Pour moi, la Terre était sillonnée de lignes d'énergie, de méridiens, de réseaux de minéraux. Un autre personnage m'avait inspiré cette aventure. Dans son ouvrage « Le faiseur d'or », Léo Larguier contait le voyage de Nicolas Flamel, copiste parisien et alchimiste, vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Il existe autant de raisons de marcher vers la Galice que de cheminants à fouler les 80 000 km de sentiers jacquais en Europe. Le déclic se produit parfois en quelques jours, plus fréquemment en quelques mois ou quelques années, souvent à l'issue d'une rupture de vie, un deuil, un divorce, un licenciement, un questionnement existentiel, la retraite. Plus de 170 nationalités cohabitent, de tous les âges, de toutes les cultures et traditions, croyants et athées. Partir sur les chemins de Saint-Jacques équivaut à effectuer un tour du monde en quelques centaines ou milliers de kilomètres. De quoi titiller mon âme de grande voyageuse. Il n'y a pas de règle sur le chemin. Certains lâchent tout et partent pour des milliers de kilomètres, parfois depuis de lointaines villes d'Europe, pour atteindre quelques mois plus tard la cathédrale où repose l'apôtre Saint-Jacques le Majeur. D'autres avancent vers la Galice au gré de leurs semaines de congé et mettent plusieurs années pour parvenir à destination. Les expériences sont différentes selon la durée de l'aventure. Laisser son quotidien derrière soi pour marcher plusieurs semaines ou plusieurs mois d'affilée engendre un véritable retour vers son essentiel. Dépouillement et fusion avec la nature obligent. Le temps balaye les certitudes d'avant.
et laisse éclore les nouveaux projets de vie. Le chemin devient un vecteur de transformation intérieure et de guérison. Chacun entame son parcours avec ses interrogations profondes, ses blessures intimes, ses incompréhensions des mystères de la vie et de l'univers, ses souffrances et ses insatisfactions les plus secrètes. Ses rêves aussi. Le chemin donne à chacun des réponses, avant, pendant ou parfois longtemps après. Mais il répond présent, pour peu qu'on se mette à écouter sa petite voix intérieure. Les longues heures de marche quotidienne sont propices au silence, à l'exacerbation des perceptions, à l'émergence de pensées intuitives, à l'écoute de son corps et de son environnement. Sur le chemin, tout est exacerbé. Les émotions, les sensations, les synchronicités, les messages de l'âme, la force des rencontres et des liens qui en découlent, et les prises de conscience. Dans les regards des apprentis pèlerins, on lisait à la fois l'impatience et les doutes. Monseigneur Brincard, alors évêque du Puy, avait demandé à chacun d'entre nous sa nationalité. Il nous avait proposé de nous saisir d'un petit papier de couleur, déposé par des inconnus, comme une prière adressée à Saint-Jacques. Nous devions emporter avec nous ce papier, et donc la requête de leur signataire jusqu'en Galice. Le mien mentionnait « Pour Jean-Baptiste, adolescent tourmenté ». Je ne saurais jamais si Jean-Baptiste a ressenti durant ma longue marche la fraternité, la solidarité, l'authenticité, la tolérance, l'écoute des autres, qui figurent parmi les valeurs fondamentales du chemin. Mais ce petit papier représentait pour nous tous le premier symbole de la solidarité du chemin. J'avais décidé de partir seule, pour vivre pleinement cette expérience de liberté absolue. Celle de décider chaque matin de l'étape à parcourir, celle de choisir chaque soir le village et l'auberge où passer la nuit, celle d'évoluer à mon rythme, celle de cheminer seule quand je désirais me plonger dans ma quête intérieure, celle de me joindre à mes compagnons de marche lorsque mon humeur était à la convivialité, celle de faire une pause de quelques jours le cas échéant. Mais jamais je ne me suis sentie seule durant les 4000 km parcourus sur les chemins de Saint-Jacques. Je suis repartie à 5 reprises, de Lisbonne, de Séville, de Madrid, de Ponferrada, de Ferrol. Toujours seule, mais jamais seule. J'ai rencontré ma première amie des chemins dans la cathédrale du Puy-en-Velay. Et puis, au départ de chaque nouveau tronçon, de nouveaux liens se tissaient. Et nous cheminions côte à côte, plusieurs jours ou plusieurs semaines, sans aucune contrainte, mais simplement parce que nos âmes s'étaient retrouvées pour partager cette aventure hors du commun. Comme si nous nous connaissions depuis toujours. Combien de fois ne nous sommes-nous pas confiés à un pèlerin qui nous était inconnu quelques heures plus tôt? Combien de fois n'avons-nous livré quelques secrets dont nous n'avions jamais parlé à personne? Il est souvent difficile d'expliquer à qui ne l'a jamais vécu la force des liens qui s'établissent sur le chemin. Il n'y a plus de statut social, de différence d'âge, de culture, d'origine. Tous les masques tombent dès les premiers pas, parce que nous sommes tous égaux et marchons vers un même but. Nous portons les mêmes vêtements, sommes tous hirsutes et en sueur au bout de 25 km sous la pluie ou la chaleur torride. Arrivons dans le même état de fatigue à l'auberge, dormons dans les mêmes paillasses superposées. Et comme le chemin a vite eu raison des apparences, ne demeure que l'essentiel, l'authenticité. Avant d'effectuer nos premiers pas, nous avons reçu un premier tampon sur notre précieuse crédentiale. Ce carnet du pèlerin est le sésame pour obtenir une place dans les dortoirs qui leur sont réservés. Il est obligatoire en Espagne, un peu moins en France. Chaque jour, il recueille 1 ou plusieurs tampons. Attention, 2 tampons quotidiens sont nécessaires pour les 100 derniers kilomètres avant l'arrivée. On le présente également au bureau des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle pour obtenir la Compostela, sorte d'attestation du chemin parcouru. Mais il représente bien plus que cela, puisqu'il témoigne de toutes ces journées de bonheur et d'émerveillement qui se succèdent. Certains snobent la Compostela, en disant que ce morceau de papier leur importe peu, qu'ils ne marchent pas pour cela. Mais, à chacune de mes arrivées à Santiago, je me délecte de l'explosion de joie de tous ces marcheurs, cyclistes ou cavaliers, qui, après des centaines de kilomètres d'efforts, arborent fièrement ce document officiel remis par les bénévoles de la cathédrale galicienne. Depuis quelques années, l'on peut aussi demander un certificat de distance attestant de l'itinéraire choisi et de la distance parcourue. Se lever tôt,
s'habiller sans faire de bruit, toujours les mêmes vêtements, lavés la veille au soir à l'arrivée à l'auberge, pour limiter le poids du sac au maximum. Qui veut voyager loin ménage sa monture. L'adage prend toute sa force dans la marche au long cours. Certains disent que l'on porte le poids de ses peurs dans son sac à dos en le remplissant d'objets qui pourraient servir au cas où. En attendant, il faut en subir le poids au quotidien. Lors de mon premier chemin, j'avais volontairement acheté un sac à dos de 35 litres. Parce que moins on a de volume, plus on va à l'essentiel dans ce que l'on choisit d'emporter. J'avais préparé mes affaires, puis éliminé scrupuleusement ce qui ne me semblait pas si essentiel. J'avais réitéré l'opération à plusieurs reprises, jusqu'à ce que tout rentre dans mon petit sac, tout en veillant à garder un peu de place pour les réserves de nourriture de la journée. Lorsque l'on me demande quel est le poids idéal, je conseille toujours de partir le plus léger possible. J'ai même croisé des marcheurs avec seulement 3 kilos sur le dos. J'en suis incapable, car j'emporte toujours 1 ou 2 appareils photo, mais tout est possible. Je connais mes limites. Je veille à ne pas dépasser le poids supportable. Lors de mon premier chemin, j'ai avancé par tronçons d'une douzaine de jours jusqu'à Pampelune, avant de rejoindre la Galice d'une seule traite. Chacun de ces premiers tronçons fut riche d'enseignements. J'ai pu évaluer ce qui était nécessaire et superflu. Depuis lors, mes affaires du chemin attendent la prochaine aventure dans un sac prêt au départ en permanence. J'ai acheté un nouveau sac à dos encore plus léger, et un sac de couchage plus compact et plus léger aussi. J'ai gagné 1 kilo. Le pèlerin fonctionne au gramme près. Cela peut faire sourire, mais quelques dizaines de grammes gagnés sur chaque objet octroient un vrai gain sur le poids total. S'habiller, donc. S'alimenter copieusement pour affronter une nouvelle journée de marche. Se mettre en marche juste avant le lever du soleil pour s'offrir chaque matin le renouveau de la lumière. Commencer doucement pour remettre le corps en mouvement. On ne démarre pas un marathon par un sprint. Écouter son corps, tout le temps. Ne jamais forcer si une douleur se fait jour, mais la prévenir, l'écouter, l'interpréter, la soigner à temps, avant que le pire, voire l'irrémédiable, ne vienne contrarier le rêve. Chacun vit son chemin à sa manière. Pour moi, ce qui importe, c'est de parvenir à destination dans le meilleur état physique possible. Pour atteindre cet objectif, je me suis imposé une règle, ne jamais me mettre de pression. Si je dispose d'un temps limité pour marcher, je ne me fixe pas de destination impérative. À l'inverse, si je désire arriver à un endroit bien précis, la plupart du temps Saint-Jacques-de-Compostelle, je ne m'impose pas une date butoir. Ainsi, je reste libre d'avancer à mon rythme et de ne pas imposer à mon corps des cadences infernales qui pourraient lui être préjudiciables. La liberté représente pour moi l'un des maîtres mots de ces expériences de marche au long cours. La vie quotidienne est suffisamment porteuse de nombreuses contraintes. Alors, s'échapper pour quelques semaines ou quelques mois doit nous en exonérer. Mais à chacun son chemin. Court, long, par tronçon, d'une seule traite, avec son sac sur le dos ou en le faisant transporter, seul ou à plusieurs, avec un groupe et un accompagnateur ou non, dans un esprit de pèlerinage traditionnel chrétien, de quête spirituelle, de recherche intérieure, de découverte culturelle, d'aventure sportive, de rencontres, en auberge, à l'hôtel, en camping ou en bivouac, toutes les configurations doivent cohabiter harmonieusement. Ne pas juger, chaque être est différent et libre de ses choix, dans le respect de la liberté de l'autre et de l'effort qu'il consent. Respecter, c'est aussi assumer ses choix. Et accepter que le pèlerin qui aura marché 30 km avec son sac sur le dos soit prioritaire à l'arrivée à l'auberge, sauf pour celui qui a des raisons médicales de faire porter son sac. À chaque arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle, l'émotion me submerge. Je me souviens de la première fois. Je cheminais avec mes compagnons de route, Richard, 70 ans, et Vincent, 40 ans, son fils. Nous étions à 10 km de l'arrivée. Je marchais en silence, quelques pas devant. Pudique, je ne voulais pas que mes compagnons de route voient les larmes couler sur mes joues. J'étais d'ordinaire très encline à la conversation. Toutes les images du chemin défilaient sous mes yeux embués. Les doutes du départ, la préparation des dîners en commun dans les auberges, dans la légèreté et la joie de cuisiner et de partager le repas.
les grandes tablées chaleureuses, joyeuses et bruyantes des auberges animées par des hospitaliers, la procession vers la boulangerie du village de Gragnone pour aller récupérer tous ensemble les tourtes pour le dîner et les chansons, dans des langues différentes, de petits groupes répartis par nationalité pour remercier la boulangère de les avoir confectionnés. Les nuits dans les dortoirs, avec les ronflements des uns, les portes qui claquent et les lumières qui s'allument à 5 heures du matin. Mais surtout l'énorme respect général du rythme et du repos de chacun. Les buen camino tout au long de la journée, à tous, comme un signe de ralliement depuis l'ascension du col de Roncevaux. Les moments de rupture physique, la tendinite du second tronçon, la menace inflammatoire du 4e, les pauses régulières dans les cafés des petits villages et les conversations animées avec des pèlerins du monde entier, les moments de silence, des traversées de la Meseta en solitaire, l'émotion devant les magnifiques cathédrales de Burgos et de Léon, les soirées tapas et les menus du pèlerin, la compassion et les encouragements systématiques pour les marcheurs en difficulté. Il existe une règle d'or sur le chemin. On ne laisse jamais un pèlerin sur le bord de la route. L'entraide, le partage, la richesse et l'authenticité des échanges. Toutes ces pensées s'entrechoquaient dans mon cerveau embrumé. Bientôt, ce serait la fin de cette merveilleuse aventure. J'étais à la fois très heureuse et très fière d'avoir parcouru ces 1500 km depuis le Puy-en-Velay, mais aussi très triste à l'idée que cette aventure hors du commun allait bientôt prendre fin. Que chacun allait rentrer chez lui, et que la magie du chemin, même si elle resterait à jamais gravée dans nos cœurs, touchait à sa fin. Que nous allions devoir retourner dans l'autre monde, loin des valeurs fondamentales du chemin. Et puis, nous avons enfin aperçu le panneau d'entrée de la ville de Santiago. Il ne restait que 4 kilomètres à parcourir avant d'atteindre la cathédrale qui abritait les reliques de l'apôtre. Nous avons pénétré le quartier historique de la ville, enceinte sacrée du cœur de ce pèlerinage médiéval. En bas des escaliers, sous l'arche précédant la place de l'Obradoiro, un joueur de gaïta, la cornemuse galicienne, égrenait quelques notes. Dans quelques secondes, nous allions découvrir cette cathédrale qui nous avait aspirés depuis le départ du Puy-en-Velay. Nous avons posé nos sacs à dos, incrédules de tout ce chemin parcouru. Nous avons pleuré et ri ensemble. Nous nous sommes serrés dans nos bras. Nous ne faisions plus qu'un. Un peuple de randonneurs devenus pèlerins, croyants ou non, au bout d'une aventure qui aura marqué leur vie à jamais. Il nous restait à assister à la messe des pèlerins. À l'époque, chacun entrait encore fraîchement arrivé, avec son sac sur les épaules et ses bâtons à la main. Temps révolu puisque, pour des raisons de sécurité, les sacs sont désormais interdits. Les prêtres ont égrené la liste des nationalités des arrivées du jour. La magie du chemin nous avait permis de retrouver à l'arrivée des compagnons de route perdus depuis quelques jours ou quelques semaines. Nous étions tous frères et sœurs du Camino à cet instant. Nous attendions tous les 8 tiraboleros, ces hommes en charge d'actionner le Botafumeiro. Lorsqu'ils ont commencé à mettre en mouvement cet encensoir de plus de 50 kilos pour parfumer la cathédrale de l'encens purificateur et éleveur des âmes, nous nous sommes tous pris par la main pour ne former qu'un. Nous étions en larmes, des larmes de reconnaissance et de joie pour l'expérience vécue. Et le recteur de la cathédrale de nous poser cette question. Savez-vous pourquoi vous avez été heureux sur le chemin? Parce que vous avez ouvert votre cœur. I wanna go home.
Tous les matins nous prenons le chemin, tous les matins nous allons plus loin. Jour après jour la route nous appelle, c'est la voie de Compostelle. Ultreia, Ultreia, Jesus eia, Deus adjuvanos. Chemin de terre et chemin de foi, voie millénaire de l'Europe, la voie lactée de Charlemagne, c'est le chemin de tous les Jacquets. Ultreia, Ultreia, Jesus eia, Deus adjuvano. Et tout là-bas au bout du continent, Messire Jacques nous attend. Depuis toujours son sourire fixe, le soleil qui meurt au Finistère. Ultreia, Ultreia, Jesus eia, Deus adjuvano. Merci beaucoup Fabienne pour ce beau diaporama qui nous a vraiment permis de découvrir les différents chemins. Du coup, on va attendre un petit peu les questions des internautes et en attendant, du coup, tu as pu réaliser plusieurs types de chemins, plusieurs chemins à travers l'Europe, hein, tu disais le Portugal, l'Espagne. Est-ce qu'il y a un tronçon qui t'a particulièrement marqué, particulièrement plu? Quel est ton meilleur souvenir sur s'il y avait un chemin à choisir? Eh ben, c'est la question piège parce que ma réponse c'est je ne sais pas choisir pour la bonne raison que les chemins c'est beaucoup des histoires de rencontres et sur chaque chemin j'ai fait vraiment de très très belles rencontres donc et comme pour moi, c'est le critère, c'est l'un des critères les plus importants. Il y a bien sûr tout ce que l'on vit intérieurement, mais là, quel que soit le chemin, je pense que c'est la connexion avec la nature et aussi, pour moi qui suis particulièrement sensible, la connexion avec les lieux sacrés. Donc ça, cette quête intérieure et cette connexion, on la vit sur tous les chemins. Donc voilà, c'est pas. Alors peut-être que je peux répondre aussi un petit peu différemment. J'ai peut-être eu un coup de cœur pour la Via de la Plata. La Via de la Plata, donc qui part de Séville, 1000 km depuis jusqu'à Santiago. Peut-être parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde en comparaison au Camino Frances, donc le chemin qui part de Saint-Jean-Pied-de-Port et qui passe par Burgos, Léon, qui va jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui un peu parfois appelé une autoroute à pèlerins, mais qui a aussi vraiment son charme. Moi, la première fois, je suis partie donc du Puy-en-Velay et j'ai pris après le Camino Frances pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, et je trouve que c'est bien. C'est pas mal parce qu'il n'y a pas de bien ou mal, hein. Chacun fait vraiment selon son intuition. On peut partir de chez soi, hein. Vous avez vu peut-être la carte de France, maintenant on peut pratiquement partir de chez soi grâce au travail de plus de 80 associations françaises qui ont balisé des itinéraires d'un petit peu partout en France. Mais ça peut être pas mal, surtout quand on part seul, parce que ça c'est souvent une question qui m'est posée. Ça peut être pas mal quand on part seul de partir sur un chemin qui est peut-être un peu plus fréquenté. Parce que, je sais, toi, Perrine, que tu es partie, si je me rappelle bien, de Paris, par la voie de Paris. Et vous êtes nombreux en famille avec des enfants, mais il n'y a pas énormément de monde sur cette voie. Donc, si on part seul, sauf si on a vraiment envie de marcher seul et de rester seul tout le temps, ce qui peut être aussi un choix, c'est peut-être pas mal de commencer par un des chemins qui est un peu plus fréquenté, voilà, où il y aura beaucoup plus d'hébergement aussi, parce que si on n'est pas très très entraîné,
Et ben, il y a beaucoup de gens aussi qui me disent, mais oui, mais moi, je suis pas habituée à marcher. Ben, moi non plus. Hein. Je veux dire, quand je dis souvent, et je pense que j'ai mis ça dans l'introduction de mon premier livre, je disais, quand j'étais dans la cathédrale du Puy-en-Velay, que je n'étais ni randonneuse ni pèlerine. C'est-à-dire, je suis une voyageuse, plutôt sportive. J'aime bien marcher quand je voyage pour visiter. Mais la randonnée au long cours, c'était ma première fois. Donc, j'avais pas particulièrement d'entraînement non plus quand je suis partie. Ok. Et du coup, oui, j'imagine, donc c'est aussi peut-être ton choix aussi de y aller. Donc, tu avais dit donc ton sac à dos, de l'alléger, etc. Et le fait mais de vouloir être en rencontre, c'est peut-être ce choix-là qui t'a amené finalement à aller sur des voies avec du coup des auberges et plutôt que de prendre ta tente et d'être en autonomie du coup. Il y avait pour rejoindre un petit peu ce que disait Linda tout à l'heure, avec laquelle je partageais beaucoup de choses, moi je fonctionne maintenant à l'intuition. Et je suis partie. Et quand j'ai commencé à penser au chemin de Saint-Jacques, je me suis dit, si je pars un jour, je partirai du Puy-en-Velay. Je ne sais pas expliquer pourquoi, c'était mon intuition. Et quand je voyage, c'est pareil, je ne fonctionne qu'à l'intuition. Et donc, alors après, par rapport à la tente, moi, je trouve que c'est quand même, pour moi, hein, je dis, hein, je ne me vois pas porter une tente, un réchaud et tout voilà, parce que ça fait du poids supplémentaire et parce que je choisis toujours d'emporter du matériel photo. Alors je me suis bien plantée quand je suis partie sur la voie du Puy. J'ai pas voulu emporter le réflexe parce que c'était trop lourd. J'ai acheté un hybride, voilà, qui m'a donné des photos absolument bon. Mais donc donc j'emporte du matériel photo et comme j'ai un site qui s'appelle pèlerindecompostelle.com, j'emporte maintenant, pas forcément à chaque fois, mais un petit ordinateur qui pèse 1 kilo. Donc je préfère emporter ça et rajouter une tente. Moi, si j'ai plus de 9-10 kilos sur le dos, je peux pas, quoi. Enfin, je sens que ça dépasse mes limites. Ok. Et du coup, en termes de matériel, hein, toujours, si on reste sur cette histoire de matériel, au niveau des chaussures, j'imagine qu'à travers les différents marches, du coup, les chaussures sont très différentes. Tu t'as appris à te connaître aussi et à savoir finalement ce dont ton pied avait besoin pour mettre un pied devant l'autre. Il y a eu des changements pour toi? J'ai surtout observé le pied des autres. Et parce qu'on se pose évidemment beaucoup de questions entre nous, je suis partie avec des chaussures. Moi, j'aime bien marcher avec des chaussures légères, mais je crois que chacun doit trouver vraiment chaussures à son pied. Hein. J'aime bien marcher avec des chaussures très légères. Et donc, au début, j'étais partie avec des chaussures mi-hautes. Je sais plus exactement comment on les appelle, là, que j'utilise toujours en voyage, en fait. Hein. J'ai toujours une paire de chaussures qui me permettent d'aller partout en voyage. Et j'ai toujours aussi une paire de sandales de randonnée au cas où mes pieds seraient fatigués dans la journée et pour que je puisse aussi marcher avec des sandales de randonnée. Ou si j'ai des ampoules, ça m'arrive assez peu, mais... ou des échauffements au Portugal, par exemple, quand on était parti de Lisbonne, il faisait très chaud et il y avait beaucoup de routes goudronnées. Et on était 5 marcheurs, 5 marcheurs. J'étais partie toute seule, encore une fois, hein, mais j'ai fait des rencontres très tôt, dont 3 Espagnols qui étaient très expérimentés. Et en fait, on a tous eu des blessures aux pieds dès les premiers jours. Parce que beaucoup de goudron, parce que c'était très chaud, voilà. Et donc là, le matin, je marchais avec mes chaussures fermées et le midi, je mettais les sandales pour essayer de maintenir mes pieds en bon état. Et donc, du coup, tu avais quelques petits pansements, quelques petites choses comme ça. Il y a des choses en particulier pour pouvoir prendre soin des pieds le soir ou dans la journée? Alors moi, je fais beaucoup de prévention dans ma vie en règle générale depuis mon incident de santé il y a une vingtaine d'années. Et donc, je me soigne essentiellement avec des produits naturels. Donc, c'est mon choix à moi, ce qui veut dire que j'emporte en général des huiles essentielles. Et pour mon truc à moi, en fait, pour le soin des jambes,
des jambes et des pieds, et la prévention des frottements, donc des ampoules, c'est de m'enduire en tous les cas pendant les 2-3 premières semaines, parce qu'après en général j'ai plus de stock, donc et puis après ça va, le corps s'est habitué. Donc je m'enduis les jambes le soir avec une huile végétale dans laquelle j'ai mis des huiles essentielles. Et l'une qui est un peu la grande huile essentielle de prévention des traumas, et une autre qui prévient tous les frottements et toutes les brûlures. Voilà. Donc c'est mon astuce à moi. Et après j'ai quelques huiles essentielles avec moi pour différentes petites choses. Et j'ai quand je peux de l'argile, parce que l'argile c'est vraiment pour les entorses, par exemple, ou pour les inflammations, les tendinites, et ça, je l'ai vraiment testé pour vous sur le terrain. C'est assez exceptionnel, quoi, comme de faire des cataplasmes d'argile, quoi. On peut réduire une entorse en 2-3 jours. Enfin, en tous les cas, elle peut dégonfler une entorse en 2-3 jours. Et c'est pas forcément facile. En France, oui, dans n'importe quelle pharmacie, on en trouvera. En Espagne ou au Portugal, c'est pas facile d'en trouver, de même que des huiles essentielles. Donc ça, sauf que évidemment ça pèse. Pour faire un cataplasme, il faut 500 grammes au moins. Donc bon, voilà. Mais c'est un petit peu mes astuces à moi, et qui marchent très bien, pour ces phénomènes inflammatoires et les entorses. Bien. Et du coup, tu disais que le corps met plusieurs jours à se mettre en chauffe, en fait. Oui. Du coup, à partir de combien de jours, finalement, on rentre dans un rythme qui est un petit peu ronronnant et dans lequel ton corps est habitué, en tout cas pour toi? Ça a mis combien de temps avant de rentrer dans cette routine-là? En règle générale, il faut une semaine au corps si on ne l'a pas martyrisé dès le départ. Parce que certains... Bon, je vais te raconter une anecdote. Moi, quand je suis partie la première fois, j'avais été interroger quelques-uns de mes amis qui avaient de l'expérience, donc j'avais posé mes questions, mais après, chacun fait son expérience. Et donc, j'avais acheté un guide qui disait étape 1, tu vas de là à là, étape 2, de là à là, étape 3, sauf que dans l'étape 3, c'était 35 km. Et moi, je me suis dit, bon, le guide, il s'adresse aux marcheurs moyens. Donc, s'ils disent que le 3e jour, on peut faire 35 km, je fais, quoi. Mais non, quoi. Je l'ai fait, mais je l'ai fait, il ne m'est rien arrivé, mon corps a tenu, sauf que je suis arrivée complètement rincée, évidemment. Au 3e jour. Mais j'ai vu des gens, moi, faire 30 km comme ça les premiers jours, et au bout de 3 jours, avoir les pieds en sang, être obligé de rentrer chez eux. Donc, pour ça que je le dis dans le diaporama, il faut vraiment prendre soin de son corps, et parce que le but, c'est d'arriver, bien sûr, mais d'arriver en bon état. Et je peux t'assurer qu'on en voit qui arrivent. Alors, ça peut arriver, on peut tomber, on peut se fracturer quelque chose. Avec une chute, évidemment, ça, c'est un peu difficile à éviter. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les fractures de fatigue. Et les gens, ils marchent, ils poussent, ils dépassent leurs limites. Alors, on peut les dépasser un peu, parce que c'est comme ça qu'on avance aussi et qu'on découvre ce dont on est capable. Mais si on dépasse de trop, il peut arriver des fractures de fatigue. On ne se rend même pas compte que c'est arrivé. Et ça peut mettre très, très longtemps à guérir. Et en tous les cas, encore une fois, chacun son opinion et chacun son chemin. Mais la mienne, c'est d'arriver à destination dans le meilleur état possible. Voilà. Du coup, il y a une internaute qui nous redemande le nom exact de tes huiles essentielles que tu utilises pour les échauffements, qu'on puisse les noter dans le chat. Oui, alors je les avais pas donné, parce que là on est un peu dans le conseil thérapeutique, et c'était pour ça que je les avais pas donnés. Après, je les donne, mais à chacun de faire ses propres vérifications. Bon, pour la petite histoire, ces conseils m'ont été donnés par un grand spécialiste de l'aromathérapie, parce que j'avais fait un stage quelques jours avant de me lancer sur ma première étape d'aromathérapie. Donc, ce monsieur s'appelle Dominique Baudou. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Et donc, pour la prévention des traumas, c'est l'hélicryse italienne, qui s'appelle aussi Immortel. Et pour la prévention des frottements et des brûlures, des échauffements, c'est la lavande aspic. Voilà.
La lavande aspic, on s'en sert aussi parce que bon, chaque huile essentielle a plusieurs usages, mais on peut s'en servir aussi pour toutes les piqûres. Ça s'appelle aspic, comme les vipères aspic. Donc, ça sert aussi pour toutes les piqûres d'insectes. Attention, hein, je ne dis pas que si vous faites mordre par une vipère, la lavande aspic va suffire. Mais bon, voilà, en remède d'urgence immédiat, mais pour les préventions des brûlures, voilà ce qu'il m'avait conseillé. Donc, et je mets ça, moi, dans de l'huile essentielle, de noyaux d'abricot ou bien de l'amande douce, enfin un petit peu ce que vous voulez, ou de l'huile végétale, pardon, ou de calendula, parce que le calendula, c'est en plus réparateur. Donc voilà. Ok, super. Et du coup, oui, tu disais dans ta présentation que tu gardes toujours, tu te donnes jamais une date de fin, tu te gardes toujours un petit soupape. Quel est le plus long moment que tu as passé et quels sont à peu près les jours que tu gardes en soupape? J'ai pas entendu quel est le plus long moment que. Alors le plus long moment d'une traite que tu as passé sur le chemin. D'accord. Et quels sont quel nombre de jours en fait tu te gardes en soupape pour la fin? Alors le plus long moment, c'est 2 mois d'une traite. Quand je suis partie de Séville, parce qu'évidemment, plus le point de départ est éloigné de notre domicile, plus c'est difficile de revenir. 2 mois, 43 jours de marche. Et puis, ce que je fais, c'est que je ne réserve jamais de billets retour. Bon, parce que j'ai cette possibilité de m'arranger avec mon travail et tout ça, mais je ne réserve jamais de billets retour et pour justement ne pas me mettre cette pression parce que en règle générale, j'ai un objectif, sauf pour le premier, j'avais des contraintes de temps, et donc là, je me disais, j'arrive où j'arrive, et je termine ce tronçon où je le termine, c'est-à-dire entre Le Puy et Saint-Jacques. Mais pour les autres, comme je partais de loin, il n'était pas question de revenir en France pour repartir après. Donc là, je n'avais pas de date de retour. Et je peux rajouter peut-être par rapport à ça, là aussi chacun le vit complètement différemment, hein, je connais un peu tous les cas de figure. Moi j'aime bien quand j'arrive à Santiago, c'est plus court à dire que Saint-Jacques-de-Compostelle, quand j'arrive là-bas, j'ai besoin d'un temps d'assimilation, je dirais pas de décompression parce que je suis pas pressée, enfin je suis pas stressée du tout, mais j'ai besoin d'un temps d'assimilation de l'expérience. Et sortir du chemin est toujours quelque chose de compliqué. C'est toujours, on a toujours l'impression d'être arraché au chemin. Et parce qu'on sort quand même d'un cocon, d'un mode de vie qui est très très privilégié. Et on va être obligé de quitter ses amis du chemin, avec qui des liens très très forts se sont tissés. Donc, certains arrivent un soir, enfin dans la journée, par exemple, à Santiago, et le soir même ou le lendemain, ils sont partis. Moi, je ne peux pas faire ça. Je peux pas faire ça et je reste toujours plusieurs jours. La première fois, j'ai marché aussi jusqu'à Fisterra, donc jusqu'au bord de la mer. Jusqu'au point de non-retour, parce que là, on ne peut pas aller plus loin. Et ça, on le mesure bien, c'est-à-dire que, j'en ai pas parlé, c'était difficile de parler de tout en 20 minutes, mais la première fois que je suis arrivée à Fisterra, donc j'ai marché de Santiago à Fisterra la première fois, et quand je suis arrivée à Fisterra, j'ai senti que là, mon chemin était terminé. Parce que finalement, pour la première fois, il fallait que je redescende au village, que je fasse marche arrière. Voilà. Et après, je suis retournée, je retourne généralement au bord de la mer parce que c'est un lieu aussi, un lieu particulier. Mais j'y vais en bus maintenant de Santiago à Fisterra parce que j'ai déjà marché une fois. Il y a plein d'autres chemins à découvrir et voilà. Donc, je prends toujours. Ouais. Ok. Du coup, ouais, l'heure tourne et voilà, c'est passionnant, mais voilà, l'heure tourne. Une dernière question qui est la question de Marie-Claire qui est tombée sur le chat sur comment expliques-tu cet état d'esprit que l'on ressent sur les chemins de Saint-Jacques et non sur les autres chemins comme le chemin de Stevenston. Ça, c'est une belle question. Je pense que ça a quelque chose à voir avec la notion de voie de pèlerinage, mais c'est surtout
avec le fait qu'on passe d'un lieu sacré à l'autre. Et donc, ces lieux, en fait, sont des lieux, si on prend le temps de se poser, de méditer, de prier selon ses croyances, en fait, hein, de se mettre en connexion avec le lieu. Je préfère ce terme-là, parce que comme ça, chacun le fait avec ce qu'il est. Je pense que les lieux et donc les chemins qui relient, les bouts de sentiers qui relient ces différents lieux, sont finalement, voilà, et nous aider à nous apporter leur énergie, nous aider à nous transformer progressivement. Et ce que j'ai constaté, je ne sais pas l'expliquer, mais c'est qu'il y a vraiment tout est exacerbé sur le chemin. Et toutes les synchronicités, tout par rapport, quand on compare avec la vie habituelle, voilà, tout prend de l'ampleur. Alors les émotions aussi, bien sûr, dans tous les sens, tout prend de l'ampleur. Et c'est peut-être aussi pour ça que les liens sont aussi forts, parce que effectivement, pourquoi plus fort là que en pleine nature, sur le chemin de Stevenson ou autre, je ne sais pas. Moi, je l'explique comme ça, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on peut retenir, c'est que chacun finalement vit son chemin selon ses propres expériences, et que voilà, tous les chemins sont beaux. Donc sur l'image, du coup, on a les trois livres que tu as écrits, dont le dernier qui est l'Atlas illustré des chemins de Compostelle, qui est un magnifique ouvrage et qui permet vraiment de se replonger dans tes différents chemins. Merci beaucoup, Fabienne, pour ce temps d'échange. Et puis voilà, le retourne, et on va passer sur un autre intervenant. Et puis, merci à toi, Perrine. Merci beaucoup et à bientôt.